Bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Dans cet épisode, nous allons parler de l'Union de l'épargne et de l'investissement, avec donc des nouvelles en provenance de la Commission européenne, et on va regarder ça en détail. Donc comme d'habitude, un petit préambule que je vous laisse lire. Et donc pour cet épisode, d'abord un petit rappel sur cette Union de l'épargne et d'investissement. Donc pour ceux qui sont déjà au courant, vous pouvez passer à la section d'après, la vidéo est chapitrée. Ensuite, donc, nous verrons les dernières communications de la Commission européenne à ce sujet, donc qui datent d'il y a une dizaine de jours environ, et l'impact et les conséquences pour la France. Et comme d'habitude, les sources utilisées sont en description de cette vidéo. Donc un petit rappel rapide sur cette union de l'épargne et de l'investissement. Donc avant ça s'appelait l'union des marchés de capitaux, ça a été renommé là en 2025. Donc globalement c'est un projet de réorienter l'épargne financière des Européens vers des entreprises européennes sous la forme donc d'actions, de private equity, de fonds ou autres. Parce que en gros les dirigeants de la Commission et des banques centrales disent que y a trop d'argent, trop d'épargne, cette fameuse épargne abondante, trop d'épargne qui est placée sur des livrets, sur des comptes courants, donc avec peu de rentabilité, et pendant ce temps-là, donc cet argent ne sert pas à financer l'industrie au sens large européenne, et donc ils souhaitent motiver les gens pour que cette épargne soit réorientée vers ces entreprises européennes. Donc au début, il y avait un discours qu'il y avait 300 milliards par an d'épargne européenne qui partaient vers des marchés américains, mais à présent, donc le message, ou en tout cas la justification, là où on parle de 10 000 milliards d'euros, qui sont donc en quelque sorte dormants, même si le fait qu'ils soient sur des livrets, l'argent ne dort pas vraiment. Au-delà du rendement, on sait par exemple le livret A, l'argent est investi et utilisé pour le logement social notamment. Mais voilà, donc c'est 10 000 milliards qui sont ciblés par la Commission européenne. Et je vous montre donc un petit graphe, donc ça date de 2022, avec la composition de l'épargne financière selon les pays. Et donc là vous avez l'Union européenne, donc ce qui est en rouge en bas, donc c'est environ un tiers qui est justement sur ces livrets et en compte courant, donc avec un faible rendement mais avec un capital garanti. Et puis après, donc ça c'est une moyenne européenne. Et après avec différents types de placements, donc les assurances vie, donc typiquement là on est plutôt sur des fonds en euros. Après en bleu ça va être les actions, au-dessus ça va être les fonds. Et en vert tout ce qui est les pensions, les retraites, donc typiquement ce qu'on a en France, les PER, les plans d'épargne retraite. Et si on regarde à gauche là pour la France, on retrouve à peu près les mêmes proportions, un tiers d'argent en compte courant et en livret, que les livrets soient réglementés, type livret A, LDDS, ou les livrets non réglementés. Un tiers environ de fonds en euros en assurance vie, et puis un troisième tiers, donc ça va être tout ce qui est fonds actions. Donc, et la partie PER, en 2022 en tout cas, elle était même pas visible. Donc je crois que depuis c'est un peu augmenté cette partie retraite. Et donc voilà, donc sur les 35 000 milliards d'épargne financière en Europe, donc il y a 10 000 milliards qui sont ciblés par cette union de l'épargne et de l'investissement, voilà, pour motiver les gens à, entre guillemets, mieux investir leur argent. Donc pour moi l'historique, ça date de au moins 2024 si ce n'est avant, donc, et ça s'est accéléré là en 2025, et on se retrouve notamment, donc il y a eu la création d'un label Finance Europe, annoncé là en juin, avec des critères pour que ce soit éligible à ce label, et on retrouve des critères très similaires au PEA en France. Je n'ai pas vu de lien direct avec l'euro numérique pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour, puisqu'on parle d'épargne, d'argent qui ne serait pas utilisé, dépensé au quotidien, et on peut imaginer de manière complotiste et futuristique que justement si tu ne consommes pas ton euro numérique, soit il disparaît, soit il faut l'investir dans ces livrets d'investissement.
Et donc dessous, vous avez bien entendu les liens, et je vous montre un peu les différentes sources, donc notamment la communication de cette semaine, celle du 30 septembre, il y a 12 jours, de la Commission européenne, avec une section questions-réponses qui est intéressante pour creuser et avoir plus d'informations. Le texte proprement dit de la recommandation de la commission, donc qui a été émis, donc c'est assez simple à lire et pas très long si vous voulez creuser. Il y a eu aussi un document de travail qui a été publié en même temps, qui donne les différents exemples où il y a des livrets actuellement actifs en Europe qui se rapprochent de ces critères qui sont définis, donc qui sont recommandés, donc on retrouve le PEA en France. Donc voilà, ça c'est le petit rappel. Ensuite, donc les recommandations de la Commission européenne, donc, qui ont été annoncées donc le 30 septembre, ce que je viens de vous montrer. Il y a eu peu de relais dans les médias. Mais donc il y a deux axes qui ont été avancés faisant partie des recommandations. Donc un, c'est la culture financière, et le deuxième, donc c'est ces fameux comptes d'épargne et d'investissement. Donc pour ce qui est culture financière, l'idée c'est justement de sensibiliser les gens à la notion de placement, d'investissement, de rentabilité, avec donc de la communication, partage de bonnes pratiques entre les pays, et financer des études diverses et variées. Bon, quelque part, ça part d'une bonne intention. On sait que les gens, globalement, ont une faible éducation financière et prennent des mauvaises décisions lorsqu'ils en prennent. Et souvent, effectivement, par défaut, ne sachant quoi faire, ils laissent l'argent sur les comptes courants, qui en France, les comptes courants ne sont pas rémunérés. Donc c'est vraiment de l'argent qui perd de sa valeur en raison de l'inflation. Ou sur des livrets de base. Donc, bien entendu, on s'adresse à ceux qui sont en mesure d'avoir de l'épargne. Alors pourquoi pas faire développer la culture financière si c'est honnête, notamment bien mettre en évidence le compromis ou l'antinomie entre le rendement et le risque. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Un grand rendement sans risque, ça n'existe pas. Donc si on veut avoir du rendement, il faut prendre des risques. Et puis que bien sûr, que cette culture ne soit pas biaisée par des intérêts, soit privés, ou de la Commission ou de la BCE. Et donc le deuxième volet, c'est donc les fameux comptes d'épargne et d'investissement. Donc la commission, ce que je vous montrais, fait des recommandations pour mettre en place ces comptes, mais ne fait pas de recommandations sur les investissements proprement dit. Et donc parmi ces recommandations, qu'elle recommande, c'est d'avoir des supports de placement qui soient bien distribués, que ce soit bien par des banques, par des brokers ou par des assurances, que ce soit simple, peu de frais, transférable. Donc transférable par exemple d'une banque à l'autre, ou transférable d'un pays à l'autre, si la personne change de pays par exemple, que son compte puisse le suivre. Donc que ce soit accessible même si on est non résident dans le pays, qu'on puisse avoir plusieurs comptes de ce type. Par exemple, on sait que le PEA en France est limité à 1 par personne, donc c'est une divergence entre le PEA et la recommandation de la Commission européenne. Que ce compte puisse donc permettre l'investissement en actions, obligations et fonds. C'est tout ce qui va permettre de financer les entreprises, que ce soit par le biais des actions en bourse ou les investissements privés, le private equity, pour les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui lèvent de l'argent par le biais de financement auprès des banques ou auprès d'investisseurs. Et que ça permette d'avoir différents types d'actifs diversifiés, donc aussi bien d'un point de vue géographique, risque, que d'un point de vue des émetteurs. Donc on retrouve vraiment, pour nous les Français, on retrouve vraiment la philosophie du PEA. Et par contre, ce qui est effectivement écrit, c'est qu'il n'y ait pas de produits dérivés complexes ou de crypto qui soient accessibles dans ces comptes. Et pareil, dans la recommandation, qui est une incitation fiscale, puisque la philosophie, c'est de motiver les gens à déplacer leur argent de compte courant ou de livret vers ces CEI, qui a une motivation à le faire, et donc notamment fiscale. Donc aussi bien d'un point de vue réduire la fiscalité, et puis simplifier aussi tout ce qui est taxation et déclaration.
Donc ça pourrait, enfin, par analogie avec ce qu'on a en France, hein, c'est par exemple avoir un PFU, un prélèvement forfaitaire pour les impôts. Donc c'est assez simple de ce point de vue-là pour payer les impôts correspondant aux plus-values. Et l'IFU, donc l'imprimé fiscal unique, qui simplifie la déclaration annuelle auprès des impôts. Par exemple, si vous savez peut-être, hein, aujourd'hui, si vous avez des comptes titres à l'étranger, a priori, en tout cas, votre broker étranger ne produit pas d'IFU, puisque ça lui obligerait, lui, déjà de s'adapter à l'IFU français, mais aussi à l'IFU de tous les pays de la planète, en tout cas de sa clientèle. Donc voilà, peut-être que cette initiative de la Commission va permettre d'obtenir des IFU venant de brokers étrangers. Ce sera peut-être au moins un bonus, un bénéfice de cette recommandation. Et également dans la recommandation, donc une portabilité européenne, donc si vous changez de pays, que vous puissiez aussi transférer vos avoirs d'un compte, par exemple d'un CUI français vers un CUI, je sais pas moi, allemand. Donc pourquoi pas. Donc quelque part ça va adresser la problématique de l'exit tax, hein. Quand vous changez de pays, que vous devenez résident fiscal d'un autre pays, il y a toute la problématique d'exit tax. Je vous laisserai creuser le sujet, mais quelque part il y a ce sujet-là qui est adressé par le biais de cette portabilité européenne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une tentative en 2022 pour un plan d'épargne retraite européen, mais qui n'a pas fonctionné, hein, qui est quasiment pas distribué. Il y a 3-4 pays en Europe qui le font, donc notamment la Pologne. Mais voilà, donc il y a... Alors peut-être aussi parce qu'il y avait des solutions déjà nationales sur le sujet, mais ce plan européen n'a pas eu de succès prévu, quoi. Et donc ce que je vous montrais, hein, dans le document, c'est que le PEA, c'est typiquement le type de compte d'épargne d'investissement qui est adressé, ou en tout cas qui est couvert par ces recommandations, à quelques différences près. Et dans la communication de la commission, dans les documents qui ont été publiés, là, le 30 septembre, il y a une fiche d'information, hein, qui fait 2 ou 3 pages, très synthétique, très marketing. Et je voulais vous montrer justement un élément qui est mis dans cette fiche. C'est donc cette courbe-là, enfin cette comparaison de rendement envers l'indice Eurostoxx 600, donc des entreprises 600 entreprises européennes. Donc c'est un indice, hein, qui est calculé tous les jours en fonction de la valorisation des entreprises, de 600 entreprises européennes, comparé à, en quelque sorte, l'argent qui est simplement rémunéré sur la base des fonds monétaires, déduit de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un rendement négatif, hein, sur une base 100, mais on se retrouve, lorsque l'inflation, donc, qui a fortement augmenté depuis 2021, donc on se retrouvait, mais avec un rendement de monétaire très faible, on se retrouvait avec au final une rentabilité négative. Donc c'est pour mettre en évidence ou inviter les gens à comprendre que placer sur des actions, en tout cas c'est le message simple qui veut être formulé, placer sur des actions, c'est plus rentable dans le temps que garder l'argent sur des comptes ou des livrets. Mais par contre, quand on regarde un peu dans le détail, on voit qu'ils ont commencé leur courbe en 2009, et c'est pas une date choisie par hasard, parce que c'est exactement après le crack des années 2007-2008, hein, si vous vous rappelez. Et là, je vous ai mis à droite cet indice Eurostoxx 600 depuis 1988, et on retrouve donc là sur la période 2007-2008, donc il y a eu le pic en 2007, mais ensuite c'est suivi d'un crack, et ils font commencer leur courbe en fait au creux du crack, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent que la phase favorable. Et effectivement, depuis 2009, l'indice il est globalement que croissant. Or, s'ils faisaient démarrer leur courbe en 2007 ou voire en 2000, en fait l'indice avait une certaine valeur qu'on a retrouvée jusqu'en 2022. Et c'est seulement depuis 2022 qu'un investissement qui aurait été fait en 2007 devenait rentable. Et encore, c'est sans prendre en compte l'inflation.
Voilà. Mais il y a une volatilité qui n'est pas négligeable et qui est clairement mise de côté dans ce graphique qui est retenu par la Commission européenne de manière volontaire, parce que sinon on se retrouvait avec des conclusions complètement différentes et ça mettait pas en évidence l'intérêt de l'investissement en actions. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette culture financière ou ce développement de culture financière, c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit honnête pour éviter justement de biaiser la communication et de présenter seulement ce qui nous arrange. Et donc sur la France, donc il y avait, comme je disais, hein, le PEA, hein, en fait c'est déjà là, mais il y avait un discours du gouverneur de la Banque de France là, le 11 septembre, donc avant la communication de la Commission, mais c'est pas surprenant parce que de toute façon la Banque de France, hein, la France soutient ses travaux auprès de l'Europe, donc en fait la France fait un peu le service avant-vente et après-vente de la Commission européenne sur le sujet. Donc il y avait une présentation qui est disponible, hein, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez y accéder, je vous donne les liens, qui est disponible et qui donne des informations. Je vous laisserai aller voir. Et dans ce discours, donc, il est évoqué, dans le cadre de cette union de l'épargne et de l'investissement, donc 5 volets qui sont un peu adressés dans ce discours. Donc la supervision européenne, donc ça c'est un sujet vraiment au niveau des banques. La mise en place d'un 28e régime, qui est un cadre pan-européen pour les entreprises, hein, pour tout ce qui va être la gestion des entreprises, qui aujourd'hui, si elles sont multinationales, sont sujettes à, on va dire, 27 régimes différents. Donc l'idée, c'est d'avoir un régime uniforme, pan-européen. Il est aussi adressé le développement de fonds d'épargne retraite, donc la capitalisation, hein, les PER. Donc ça fait partie du plan, même si une partie des gens ne sont pas d'accord avec cette notion de capitalisation et se battent pour qu'on garde la répartition. Faut pas se leurrer, hein, il est décidé déjà au niveau européen qu'il y aura et qu'il faut développer la capitalisation pour les retraites. Donc voilà, même si vous êtes contre, sachez que ça se mettra en place d'une manière ou d'une autre et ça va continuer à se développer. Bon, les sujets partenariat public-privé, donc notamment donc la BPI en France qui lève des fonds privés, hein, pour financer le capital risque. Donc ce genre d'initiatives qui sont amenées aussi à continuer. Petite parenthèse sur le fameux financement de la défense. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait fait un épisode, hein, JCP à l'époque. C'était justement pour mobiliser votre épargne pour financer la défense. Donc on attend toujours. Donc l'idée, c'était pareil que cette BPI ouvre un fonds d'investissement où les particuliers puissent investir pour financer l'industrie de la défense. Mais on n'a toujours pas de nouvelles, hein, ça fait, je sais pas, ça va faire 4, 5, 6 mois que ça a été évoqué, toujours rien. Et donc le 5e sujet, hein, donc ces fameux produits d'épargne, qui reprend les mêmes arguments que la Commission, hein, pas de surprise, comme je disais, de toute façon il n'y a pas de différence entre la Banque de France et la BCE et la Commission, quoi. Sur le sujet, ils sont en phase à 100%. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai noté, bon, dans le discours, hein, c'est une petite réponse aux objections, donc la réponse venant du gouverneur de la Banque de France, donc disant qu'une objection serait que tout serait affaire de fiscalité avec une harmonisation européenne nécessaire ou à tout le moins des avantages fiscaux substantiels. Donc la réponse du gouverneur, la première est une utopie, donc l'harmonisation européenne c'est une utopie, et les seconds ne me paraissent pas à ce point indispensables. Alors, autant l'harmonisation européenne de la fiscalité, en tout cas au moins pour ces comptes d'épargne, effectivement ça peut être très délicat parce que ça voudrait dire que les 27 pays se mettent d'accord sur la fiscalité applicable aux plus-values pour de l'épargne. Aujourd'hui c'est chaque pays, hein, vous savez peut-être, mais chaque pays applique sa propre fiscalité, sachant que cette fiscalité elle est étroitement liée au modèle social et au budget du pays. Sur le deuxième point, donc des avantages fiscaux substantiels, je pense que c'est quand même ce qui fait la valeur et l'intérêt du PEA. S'il n'y avait pas cet avantage fiscal, au bout de 5 ans,
Je vois pas pourquoi les gens garderaient des fonds bloqués pendant 5 ans si ça ne sert à rien d'un point de vue fiscal. Autant mettre ça sur un compte titre, ça reviendrait exactement au même. Donc voilà, donc en France, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau livret qui va être créé pour répondre à ces recommandations, ou le PEA va être modifié donc, pour être plus en phase avec ces recommandations, donc notamment pouvoir avoir plusieurs PEA? Il y avait eu un projet de loi qui avait été déposé par Éric Ciotti, mais qui est tombé, je crois, un peu aux oubliettes, parce que avec tous les problèmes qu'on a politiques en France en ce moment, voilà quoi. Mais ça avait été proposé. Après aussi que les actifs qui soient investis dans le PEA pour répondre au label Finance Europe, ça pourrait avoir un impact, parce que dans le label Finance Europe, il y a des critères, donc bien sûr, d'investissement européen. Or, aujourd'hui, il est possible au sein du PEA d'avoir notamment des ETF qui reproduisent les indices américains, ou indices MSCI World par exemple, et puis cette portabilité intra-européenne. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein. Le PEA est français, et il n'y a pas vraiment d'équivalent, et en tout cas, c'est pas possible de transférer un PEA à l'étranger, donc avec la problématique d'exit tax que j'évoquais. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais comme je disais, hein, s'il n'y a pas d'incitation fiscale, moi je vois pas l'intérêt de ce type de compte d'épargne. Aujourd'hui, si la problématique c'est que les gens ont de l'argent et ne l'investissent pas ou le gardent disponible sur des livrets, donc soit, bien sûr, il peut y avoir des raisons, hein, c'est l'épargne de sécurité, avoir un minimum de liquidité disponible sous la main en cas de besoin, donc ça là-dessus, il n'y a pas de débat. Lorsqu'il y a beaucoup d'épargne qui est investie sur des livrets, effectivement, je pense que plus la culture financière sera probablement un meilleur axe d'amélioration si ça répond à leurs critères d'investissement, liés notamment à la volatilité des actions et des fonds, avec les risques que, comme le capital n'est plus garanti et qu'ils souhaitent investir de cette manière, bon, pourquoi pas. Mais sans incitation fiscale, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à ce type d'union de l'épargne et de l'investissement, en tout cas de ces comptes d'épargne et d'investissement recommandés par la Commission. Et peut-être pour mémoire, hein, donc l'épargne en France, hein, l'épargne financière, c'est environ 6 400 milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est environ 30% sur des livrets et des comptes courants, donc 2000 milliards. Donc 2000 milliards parmi les 10 000 milliards au niveau européen. Donc la France pèse beaucoup dans ce débat finalement, et dans cet intérêt, cette motivation à orienter l'épargne vers l'industrie européenne. Donc voilà, c'était les nouvelles recommandations issues par la Commission. On va voir s'il va y avoir un impact au niveau français et même au niveau européen. Quelle va être la suite donnée à ça. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.